Bonsoir, je suis le docteur Michael Sikorav, je suis psychiatre. Je fais une vidéo parce que c'est l'année de la santé mentale, grande cause nationale, et il y a pour le moment pas grand-chose pour montrer que on est dans la bonne voie. Il y a une façon simple d'améliorer la qualité de vie des patients et la qualité de vie des soignants en psychiatrie. Cette mesure m'a sauvé la vie et je pense qu'elle peut sauver la vie de milliers de personnes. Elle est très simple. Il faut que les médicaments soient remboursés et pris en charge par la Sécu selon leurs données internationales dans la littérature scientifique et non pas selon leur autorisation de mise sur le marché. En l'état, la Sécu ne rembourse que s'il y a une autorisation de mise sur le marché pour une molécule et il n'y a d'autorisation de mise sur le marché que si le laboratoire a fait la demande. Le laboratoire n'a fait la demande que s'il y a des enjeux financiers. Donc, par exemple, le pramipexole, qui dans la dernière étude du Lancet a permis d'obtenir une rémission chez 30% des patients de façon durable, plus d'un an, enfin un an et là l'étude s'est terminée, ne pourra pas avoir l'autorisation de mise sur le marché parce que il y a plus de laboratoire qui a d'intérêt pour cette molécule. La molécule est tombée dans le domaine public. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont regardé si la molécule marchait sur la maladie de Parkinson. Ils ont eu l'autorisation de mise sur le marché pour ça. Ils ont commencé à regarder si la molécule marchait dans les problématiques d'humeur. Ils ont vu que ça marchait, mais la molécule est tombée dans le milieu générique et donc toutes les études sont tombées à l'eau. La science a continué le travail avec des chercheurs souvent indépendants, mais sans laboratoire derrière. Et donc aujourd'hui, la molécule n'aura jamais d'autorisation de mise sur le marché, il n'y aura jamais de demande qui sera faite car elle est tombée dans le générique. Il n'y a pas un laboratoire qui va faire les études pour avoir la demande à proposer aux autorités de santé. C'est une perte d'argent colossale, ça n'arrivera pas. Et donc vous avez aujourd'hui une panoplie, une palanquée de traitements qui ne sont jamais utilisés parce que ils n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché. Ça pose problème pour les soignants parce que quand vous êtes infirmier ou quand vous êtes psychologue ou quand vous êtes psychiatre, tous les soignants en santé mentale au sens large, vous êtes confrontés à des patients qui pourraient s'améliorer mais qui ne le peuvent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à ces molécules. Ça pose problème quand vous êtes prescripteur, que ce soit les infirmiers de pratique avancée ou les psychiatres ou les médecins généralistes, parce que vous entraînez une perte de chance chez les patients si vous n'essayez pas ces molécules. Mais si jamais vous les prescrivez, il y a deux solutions. Soit vous écrivez hors AMM sur l'ordonnance, et dans ce cas-là, les patients doivent débourser le prix du médicament à la pharmacie, soit vous n'écrivez pas hors AMM, et dans ce cas-là, vous êtes capable de vous faire attaquer par la Sécu. Donc, moi, j'ai une faute, une pénalité financière, je dois rembourser tous les traitements et une pénalité financière, parce que la faute est considérée comme grave. Et donc, vous engagez, les médecins engagent leur responsabilité financière et presque leur responsabilité en tant que médecin, parce que la Sécu peut aussi décider que vous êtes dangereux, parce que vous prescrivez pas comme c'est écrit dans le Vidal. Les études scientifiques qui sont réalisées pour le moment sur le plan pharmacologique n'ont, pour les autorités de santé, pas d'existence. Et donc la autorité de santé fait ses recommandations sans regarder les molécules hors AMM, même si parfois elles sont aussi efficaces, voire plus que les molécules qui l'ont. Et la Sécu, de la même façon, considère que ces molécules ne sont non seulement pas remboursables, mais en plus que leur utilisation est dangereuse. Donc les praticiens sont exposés. Ça pose problème pour les pharmaciens aussi, qui en l'état, soit ils voient une prescription hors AMM et ils décident de prendre sur eux et de délivrer, sauf que là, ils engagent leur responsabilité financière parce que la Sécu peut demander, lors d'un contrôle qui peut survenir des années après, de rembourser toutes les molécules, soit ils font payer les patients sur place et ça pose problème parce que c'est jamais agréable de voir les patients débourser. Il y a aussi des patients qui ne peuvent pas débourser. Les remboursements de santé commencent à être de moins en moins importants. Et donc, vous avez, comme d'habitude, les patients les plus vulnérables, les patients qui en ont le plus besoin, qui vont finalement ne pas être capables de se les procurer. C'est une perte de chance colossale. C'est des traitements dont l'efficacité et le rapport bénéfice
coût a été évalué et n'est plus vraiment ouvert à la discussion. On a remboursé un somnifère, le daridorexant, là, à 50 € par mois, alors qu'il marche à peine mieux que de la mélatonine, qui coûte 2 ou 3 €, ou même 10 € à Carrefour. Et donc, on a quand même des choix financiers qui peuvent se faire, qui ne sont probablement pas les plus idéaux. Les psychologues sont concernés parce que la sécurité sociale cherche à conventionner un certain nombre de praticiens, et à partir du moment où la règle est décidée de façon complètement arbitraire et peut vous être imposée à vous et pas aux voisins, vous vous exposez et vous êtes à risque de vous prendre des pénalités ou des réclamations ou des signalements, comme ça a été le cas pour moi, parce que finalement, la pertinence des prescriptions et la pertinence des psychothérapies ou des prises en charge commence à être décidée par une entité qui parfois n'a pas forcément les compétences pour le faire. L'idée, c'est de donner ces compétences à d'autres autorités, donc la Haute Autorité de Santé par exemple, mais la Haute Autorité de Santé a fait le choix d'ignorer les molécules hors AMM dans ses recommandations. Donc ça fait des recommandations qui sont extrêmement succinctes, ça fait des recommandations qui ne s'appliquent pas à la population qu'on rencontre, parce que les populations étudiées dans les études pharmacologiques des laboratoires n'ont rien à voir avec les études, avec les patients que nous, on pratique au quotidien. Et donc de là à ce que la problématique se pose aussi pour les psychothérapies, où on décide qu'on rembourse telle ou telle psychothérapie parce que l'autre n'a pas été montré efficace ou l'autre machin, ça risque de poser des problématiques pour absolument tout le monde. C'est aussi, il est vraiment important de prendre en tête, de garder en tête qu'on rembourse déjà des molécules hors autorisation de mise sur le marché de façon quotidienne en psychiatrie. En hospitalier, c'est 50% des prescriptions qui sont hors AMM. Et par exemple, l'utilisation des antidépresseurs dans la dépression bipolaire est complètement hors AMM. C'est pire que ça. Dans les études des antidépresseurs pour les patients déprimés, les patients bipolaires ont été exclus. Donc c'est non seulement hors AMM, mais c'est hors clinique, hors science. C'est recommandé. Il est recommandé de ne pas le faire, ou alors sous couvert d'un régulateur d'humeur. Et encore, ça discute dans toutes les recommandations internationales. Donc, il y a une tolérance qui se fait sur le hors AMM dès lors qu'il est connu, parce que c'est rentré dans les habitudes, mais il n'y a pas de tolérance du hors AMM dès lors qu'il est inconnu, même s'il y a des études et une littérature scientifique très fournie qui peut en attester la pertinence. L'exemple le plus fréquent, c'est l'utilisation des neuroleptiques. Et donc, c'est là où je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer. Il faut qu'il y ait une impulsion commune de modifier ces pratiques. Vous avez en France des prescriptions de tertian, de siamémazine, qui est un neuroleptique, qui est un vieux neuroleptique, qui, si aujourd'hui les études étaient présentées aux autorités de santé pour pouvoir être prescrits, ça ne serait jamais accepté. Les effets secondaires et le bénéfice sont juste vraiment pas convaincants. Mais c'est pire que ça, c'est qu'en fait, il y a quasiment aucune étude. Donc, il n'y a quasiment aucune étude sur l'utilisation du tertian sur le long cours, quel que soit l'âge. Et donc, c'est deux bons exemples, les antidépresseurs et le tertian, de molécules qui sont utilisées hors AMM, mais qui sont tolérées par ce qu'on connaît. Vous avez des molécules comme le pramipexole, comme la metformine, comme la prazosine, comme la clonidine, la liste, comme la mentadine, la mémantine. La liste est sans fin. Vous avez une flopée de molécules qui pourraient, pour un coût très modéré, on parle de médicaments génériques, qui pourraient modifier des trajectoires de patients. Il y a des centres experts qui sont reconnus, qui sont connus comme pouvant prescrire ces molécules, mais les compétences médicales nécessaires pour manipuler ces molécules sont dans d'autres pays exigibles et attendues au niveau d'un interne. Moi, je fais des cas cliniques nord-américains et pour les internes qui doivent passer le board de psychiatrie ou de santé mentale, même des psychologues, des questions de pharmacologie comme ça sont attendues, sont exigibles et leur efficacité n'est pas approuvée. C'est dans une myriade de recommandations internationales.
Moi, ça m'a sauvé la vie. Si je pouvais pas prescrire hors AMM, j'aurais probablement je serais décédé depuis longtemps. Par exemple, dans la dépression bipolaire, la quétiapine, en traitement aigu, la quétiapine est le seul traitement qui a l'autorisation de mise sur le marché. On tolère l'utilisation de l'amitriptyline, mais dans la dépression bipolaire aiguë, le traitement n'a pas été efficace et donc le laboratoire n'a pas obtenu l'autorisation de mise sur le marché. La liste des exemples comme ça est absolument sans fin. Donc c'est vraiment essentiel. Alors pour les familles, ça les concerne parce que les familles voient et sont les premiers à être témoins de patients qui sont sous neuroleptiques, qui ne s'améliorent pas. Et dans les problématiques d'humeur, c'est catastrophique. On est tout à fait au clair sur le fait que la sérotonine a un impact sur la dépression. On est au clair sur le fait que la dopamine a un rôle aussi. C'est évidemment plus simple qu'une quelconque carence, qu'un manque de signal de ces deux neurotransmetteurs. Mais les neuroleptiques diminuent le signal dopaminergique et diminuent le signal sérotoninergique dans un paquet de circuits. Donc c'est sans surprise finalement que le pronostic de nos patients dans des problématiques d'humeur est extrêmement préoccupant, tout simplement parce qu'on a une partie de la pharmacopée que on ne peut pas prescrire, soit parce que les prescripteurs n'osent pas le faire, soit parce que les prescripteurs ne connaissent pas. Et donc, au fur et à mesure que le temps passe, les anciennes molécules sortent du circuit. Il y a des laboratoires qui arrêtent de les fabriquer. Donc, en France, on n'a plus de prazosin, par exemple. Prazosin qui fait partie des premières molécules à essayer dans les cauchemars post-traumatiques. Et c'est un pan de la pharmacopée qui est en train de disparaître sous nos yeux, alors qu'encore une fois, il y a des patients que ça pourrait aider de façon radicale. Donc, je pense que les psychologues sont particulièrement concernés à l'heure où les conventionnements avec la Sécu sont mis en avant. Je pense que tous les citoyens sont concernés parce que on a un regard, on a un avis à donner sur la façon dont l'argent public est dépensé. Tous les soignants sont concernés parce que on a tous été affaire à des patients qui nous ont dit que tout avait été essayé et c'est vraiment, vraiment très rarement le cas. Je n'ai encore jamais rencontré personne qui avait tout essayé. Sur le plan pharmacologique, il y a une myriade de molécules qui sont en train de disparaître et ça se fait au détriment des patients. Je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier dans cette histoire. Je ne gagne pas d'argent avec ces molécules-là. Je ne suis pas payé par un quelconque laboratoire. Le seul conflit d'intérêt que j'ai, et j'insiste, c'est que ces médicaments m'ont sauvé la vie. Je m'en suis servi chez d'autres patients. J'ai vu ces médicaments sauver la vie de personnes et ce sont des molécules qui, dans d'autres pays, font partie du savoir soignant collectif. Il est essentiel que on apprenne à les maîtriser et qu'on les rembourse parce que les patients les plus démonis sont ceux qui en ont le plus besoin. On est en train de faire circuler un texte pour appuyer cette demande-là qui, encore une fois, est déjà mise en place. On ne demande qu'une extension de la tolérance et que les prescripteurs se fassent pas potentiellement attaquer quand ils utilisent ce genre de molécules. Et encore une fois, la CPAM m'a attaqué, sur le remboursement, et il me demande de tout rembourser. Je n'avais rien personnellement à gagner à prescrire hors AMM pour moi, autre que pour aider les patients. Et ils attaquent aussi sur la dangerosité. Du coup, ils m'ont signalé dangereux, décompensé, mettant en danger les patients. Ce sont des situations qui sont susceptibles de se répéter n'importe quand, encore une fois, avant tout au détriment des patients. Donc si jamais vous êtes intéressé pour signer le texte, vous pouvez m'envoyer un email, il sera mis dans la description. Merci de votre attention.